Jennifer Strange était une mère de 3 enfants, âgée de 28 ans, originaire de Rancho Cordova, en Californie. En janvier 2007, elle avait participé à un concours unique organisé par une station de radio. La compétition baptisée « Hold your wee for a wee », littéralement « Gardez votre pipi pour une wee », mettait au défi les participants de boire autant d'eau que possible sans aller aux toilettes, avec une console de jeu Nintendo Wii comme grand prix. Comme ses concurrents, Jennifer était attirée par le concours, espérant remporter le prix pour sa famille. Mais sa famille a eu droit à bien autre chose. Jennifer a consommé une quantité alarmante d'eau au cours du concours, près de 2 gallons, environ 7,5 litres, en l'espace de 3 heures. Le concours a commencé par des bouteilles d'eau plus petites, distribuées toutes les 15 minutes. Mais à mesure que la compétition avançait, et que les participants abandonnaient, les concurrents restants, dont Jennifer, devaient se boire des quantités d'eau de plus en plus grandes. Malgré de violents maux de tête et un inconfort visible, les symptômes de Jennifer n'ont pas été pris au sérieux par les animateurs de la radio. Ils ont même plaisanté à propos de son ventre visiblement gonflé, tournant ses plaintes en dérision. Jennifer a réussi à terminer à la 2e place, gagnant des billets de concert, mais la victoire fut de courte durée. Ne se sentant pas bien, elle a appelé son travail pour signaler son absence et est rentrée chez elle. Malheureusement, quelques heures après la fin du concours, Jennifer a été retrouvée morte dans sa salle de bain par sa mère. Après la mort de Jennifer Strange, sa famille a engagé des poursuites judiciaires contre Entercom, la société mère de la station de radio qui avait organisé le concours de consommation d'eau. Son mari, Billy Strange, espérait que le procès servirait d'avertissement à d'autres entreprises qui interagissent avec le public. Finalement, le jury a accordé à la famille une indemnité de 16 500 000 $. Ce verdict visait à envoyer un message fort concernant les responsabilités des entreprises dans la sécurité de leurs activités. Dans une interview pour Good Morning America, Billy a exprimé son chagrin et sa frustration, affirmant que la mort de sa femme, causée par une intoxication à l'eau, aurait pu être évitée. Il a également ajouté que la station de radio avait été avertie des dangers de ce type de concours des mois avant cet événement tragique. Malgré ces avertissements, la compétition s'est déroulée sans mesure de sécurité suffisante. Au cours du procès, la défense a fait valoir que Jennifer aurait dû reconnaître les risques liés à la consommation excessive d'eau. Cependant, l'avocat de Billy, Roger Dreyer, a rétorqué que Jennifer avait agi comme toute personne raisonnable l'aurait fait dans ces circonstances, motivée par l'envie de remporter un prix sans comprendre pleinement les risques pour sa santé. Pendant le concours de consommation d'eau, des préoccupations ont été soulevées non seulement en interne mais aussi par le public. Des auditeurs comme Eva Brooks sont appelés pendant l'émission pour mettre en garde les animateurs sur les risques graves de boire de grandes quantités d'eau. Eva avait spécifiquement averti que cela pouvait entraîner une intoxication hydrique, potentiellement mortelle. Malgré ces avertissements, les DJ ont reconnu les risques, mais les ont minimisés, affirmant que les participants avaient signé des décharges et que, par conséquent, la station ne pouvait pas être tenue responsable. Roger Dreyer a également souligné une importante négligence durant le procès. Il a précisé que même après avoir reçu des appels de personnes préoccupées, dont une infirmière qui avait spécifiquement mis en garde contre les dangers, les animateurs n'avaient pas communiqué ces risques aux participants. Pire encore, la station de radio avait augmenté la quantité d'eau que les participants devaient boire à mesure que le concours avançait. Une autopsie initiale a confirmé que la mort de Jennifer était due à une intoxication hydrique, entraînant une condition appelée hyponatrémie. L'hyponatrémie survient lorsque la consommation excessive d'eau dilue le sodium dans le sang, provoquant un gonflement des cellules. Dans les cas graves, cela peut entraîner un gonflement du cerveau, des convulsions et la mort. Vous n'avez pas envie d'imaginer cela. Le jury a jugé la station de radio coupable de négligence pour ne pas avoir pris des mesures de sécurité adéquates et pour ne pas avoir correctement informé les participants des risques graves liés au concours. En 2017, la station de radio a fermé ses portes. C'était le 3 novembre 2014 à Jersey City, dans le New Jersey. Gary Anderson, un livreur de 58 ans originaire de Somerdale, avait une tâche de routine ce jour-là, livrer des plaques de plâtre à un chantier de construction de gratte-ciel. Il travaillait pour George Hildebrandt Incorporated, une société de camionnage basée à New York. Le chantier était en pleine effervescence, alors que 2 tours résidentielles de 50 étages et un hôtel attenant étaient en construction sur Christopher Columbus Drive. C'était une journée typique pour Gary, mais elle allait rapidement se transformer en tragédie. Gary était connu comme un travailleur assidu. Il travaillait pour son entreprise depuis longtemps et était très apprécié de ses collègues. Son camion, marqué par l'inscription « Propriété de Dieu », était garé sur le site alors qu'il se préparait à livrer les plaques de plâtre. Gary avait un casque de protection, mais il l'avait laissé dans sa voiture ce matin-là.
Vers 9 h du matin, Gary se tenait près de son camion, en train de discuter avec un autre ouvrier qui se trouvait dans une camionnette. Sans que Gary ne s'en doute, bien au-dessus de lui, au 50e étage, un ouvrier du bâtiment manipulait un mètre ruban. Cet ouvrier préparait un mur pour des fenêtres lorsque le mètre ruban d'une livre se détacha de sa ceinture. Le mètre ruban glissa de ses mains et commença sa descente. Le mètre ruban tomba de près de 500 pieds, gagnant en vitesse et en élan. Selon le professeur Robert Alfano du City College, au moment où il atteignit le chantier en contrebas, il se déplaçait à près de 140 miles à l'heure. Le mètre ruban heurta d'abord un équipement de construction à environ 3 ou 4 mètres du sol, rebondissant avant de frapper Gary à la tête. Gary, qui était penché à la fenêtre du camion pour parler avec son collègue, fut frappé alors qu'il retirait sa tête. L'impact fut immédiat et dévastateur. Gary s'effondra au sol, inconscient. La scène fut chaotique, alors que les ouvriers et les passants se précipitaient pour lui porter secours. Une ambulance fut appelée et il fut rapidement transporté au Jersey City Medical Center. Malgré les efforts du personnel médical, Gary fit un arrêt cardiaque pendant qu'il était traité. Il fut déclaré mort de ses blessures à la tête à 9 h 52, entouré de sa femme et de ses filles qui s'étaient précipitées à l'hôpital dès qu'elles avaient appris la nouvelle. La nouvelle de la mort de Gary se répandit rapidement sur le chantier et au-delà. Le collègue de Gary, qui avait discuté avec lui quelques instants avant l'accident, était sous le choc. « C'est très effrayant, dit-il. Je n'avais aucune idée qu'un objet si petit pouvait causer autant de dégâts. » Juan Bonilla, un ouvrier d'un chantier voisin, partageait ce sentiment. « Oui, c'est un peu effrayant. Vous ne savez pas ce qui va se passer, dit-il. » Bonilla insista sur l'importance de l'équipement de sécurité. « Absolument. Je pense qu'il aurait été blessé, peut-être à l'hôpital, mais cela aurait probablement sauvé sa vie, dit-il en faisant référence au casque de protection que Gary avait laissé dans sa voiture. Un ancien ouvrier de construction proche du site insista sur l'importance de porter un casque de protection. « On ne travaille pas dans cet environnement sans casque de protection, dit-il. Il en a payé le prix, il faut l'avoir. » Cependant, même avec un casque de protection, les chances de survie de Gary après un tel impact étaient minces. La vitesse et la force avec lesquelles le mètre ruban était tombé en faisaient un projectile mortel. L'Occupational Safety and Health Administration fut appelée pour enquêter sur l'accident. Leur enquête se concentrerait probablement sur les circonstances qui ont conduit à la chute du mètre ruban et sur la question de savoir si tous les protocoles de sécurité étaient respectés sur le site. Le rôle de l'OSHA est de garantir la sécurité au travail et de prévenir de tels accidents tragiques. Le chantier fut temporairement fermé à la suite de l'accident et les ouvriers furent renvoyés chez eux. Le site appartenait à AJD Construction et ni l'entreprise de construction ni la société de camionnage George Hildebrandt Incorporated n'ont souhaité commenter l'incident. Le projet de développement était entrepris par Pan & Pinto Properties et Iron State Development qui ont également refusé de faire des déclarations. La mort de Gary fut non seulement un coup dur pour sa famille, mais aussi pour ses collègues et la communauté de la construction en général. Ses collègues se souviennent de lui comme d'un homme travailleur et pieux. Un ouvrier a mentionné que Gary racontait une histoire et avait prononcé les mots « Dieu est bon » juste avant l'accident. C'était une journée ordinaire au début de février 2011 à Bradford, en Angleterre. Brian Depledge, un père de 2 enfants âgés de 38 ans, vaquait à ses tâches ménagères habituelles. Brian vivait paisiblement et sa routine consistait souvent à s'occuper de sa maison et de ses enfants. Ce jour-là, il était en train d'étendre du linge mouillé sur un séchoir, une tâche simple et quotidienne que beaucoup d'entre nous accomplissons sans y penser. Mais pour Brian, cette activité banale s'est transformée en un accident tragique et mortel. Brian Depledge était connu de sa famille et de ses amis comme une personne aimante et facile à vivre. Il avait une fille de 18 ans, Shawnee, et un fils de 11 ans, Ryan. Brian attendait avec impatience le mariage de Shawnee en avril, où il devait la conduire à l'hôtel. Il était également très proche de Ryan, qui souffrait d'hydrocéphalie. Malgré les défis, Brian était dévoué à ses enfants et travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Ce jour-là, Brian était seul dans son salon. Il venait de placer du linge mouillé sur le séchoir, également appelé Clothes Horse. Le séchoir était un simple étendoir en plastique, un objet courant dans de nombreux foyers. Alors qu'il arrangeait les vêtements, il trébucha sur un petit tabouret. Cela le fit tomber en arrière dans le séchoir. Tragiquement, la chute de Brian entraîna le coincement de son cou entre les barres de l'étendoir. L'accident se produisit rapidement. La réaction immédiate de Brian fut de se dégager, mais cela ne fit qu'empirer les choses. En se débattant, les barres se resserrèrent autour de son cou et de sa poitrine, créant ce que les experts ont décrit comme un effet de berceau de chat. L'inspecteur détective Mark Long, qui enquêta sur l'incident,
expliqua que les tentatives de Brian pour se libérer avaient inconsciemment renforcé l'emprise du séchoir, rendant la situation encore plus critique. Les vêtements mouillés sur le séchoir ajoutèrent du poids et de la pression sur le cou de Brian, aggravant la compression et rendant sa respiration encore plus difficile. Le docteur Philip Batman, le pathologiste consultant qui pratiqua l'autopsie, décrivit les effets de l'incident comme similaires à une pendaison. Les poumons de Brian étaient congestionnés de liquide en excès, une condition compatible avec l'asphyxie. Des indentations profondes furent trouvées sur le côté droit de sa poitrine et de son cou, indiquant où les barres avaient appuyé sur son corps. Du sang fut également trouvé sur le visage de Brian, suggérant qu'il s'était débattu intensément pour se libérer. Le coroner, le professeur Paul Marks, enregistra un verdict de mort accidentelle. Il remarqua que, dans sa carrière, il n'avait jamais rencontré un cas similaire. La mort de Brian fut causée par une série de circonstances extraordinairement rares. Le professeur Marks souligna qu'une telle mort était probablement plus rare que d'être frappé par la foudre ou touché par une météorite. Shawnee, la fille de Brian, fut dévastée par la perte de son père. Elle le décrivit comme une personne adorable et facile à vivre, toujours là pour sa famille. Shawnee avait un lien spécial avec son père, plaisantant souvent avec lui à propos de son mariage à venir. Elle se souvenait de leurs blagues, où il disait qu'il la pousserait dans l'allée pour s'en débarrasser. Le jour de son mariage, Shawnee pensa à son père et ressentit sa présence à ses côtés, même s'il n'était pas physiquement là pour la conduire à l'hôtel. Ryan, le jeune fils de Brian, eut du mal à comprendre la mort soudaine de son père. Sa grand-mère, June Evans, expliqua que Ryan n'arrêtait pas de demander quand il pourrait revoir son père. Selon la Royal Society for the Prevention of Accidents, la plupart des accidents domestiques impliquaient des chutes, des brûlures, des coupures et des empoisonnements. Cependant, les circonstances entourant la mort de Brian soulignent l'imprévisibilité des accidents et l'importance d'être prudent, même lors d'activités routinières. Lorsque Brian est tombé dans le séchoir, son instinct immédiat fut de s'échapper. Ce combat instinctif n'a fait qu'aggraver la situation, menant à un cercle vicieux où plus il se débattait, plus les barres se resserraient. Ce scénario tragique suggère la nécessité de rester calme et de réfléchir stratégiquement en cas d'urgence, bien que maintenir un tel sang-froid puisse être incroyablement difficile en état de panique. Darren Hickey était un organisateur de mariage de 51 ans, originaire de Bolton en Angleterre, qui avait surmonté des défis majeurs dans sa vie. 7 ans auparavant, il avait subi un grave accident vasculaire cérébral qui avait affecté sa capacité à bouger et à parler. Malgré ces difficultés, Darren avait trouvé un nouveau but en se consacrant au travail caritatif pour lequel il avait reçu un prix du courage décerné par l'association des AVC. Et juste au moment où tout semblait se stabiliser, tout a dérapé. Le 4 avril 2019, vers 16h, alors qu'il travaillait sur un site de mariage, un chef lui a offert un petit gâteau de poisson à goûter. Malheureusement, le gâteau était extrêmement chaud et a brûlé l'arrière de sa gorge. Au fil de l'après-midi, la douleur s'est intensifiée, ce qui a poussé Darren à se rendre au service des urgences de l'hôpital de Chorley dans le Lancashire. Le personnel médical lui a prescrit des antidouleurs et lui a conseillé de revenir si son état s'aggravait. Darren est alors rentré chez lui pour se reposer. Cependant, la situation s'est encore détériorée plus tard dans la soirée. Vers 21h, le partenaire de Darren, Neil Parkinson, l'a découvert en train de s'étouffer dans leur chambre. Dans une tentative désespérée de l'aider, Neil a frappé le dos de Darren, espérant dégager ce qui obstruait sa respiration. Malgré ses efforts, Darren s'est effondré au sol. Neil Parkinson a immédiatement appelé les secours et les ambulanciers sont rapidement arrivés sur place, administrant les premiers soins et transportant Darren à l'hôpital Royal Bolton. Malgré leurs efforts, Darren a tragiquement été déclaré mort peu après minuit. Ce qui est choquant, c'est que tout cela s'est déroulé en moins de 12 heures après qu'il ait goûté le gâteau de poisson qui avait provoqué de graves brûlures dans sa gorge. Le gonflement dans la gorge de Darren, en particulier autour de son larynx, a empiré au fil des heures suivant l'incident, finissant par bloquer sa respiration. Une enquête sur la mort soudaine et inhabituelle de Darren a révélé que les dommages internes à sa gorge étaient si profonds qu'il fallait du matériel spécialisé pour les observer, montrant à quel point sa gorge avait été gravement brûlée. Lors de l'enquête, le pathologiste, le docteur Patrick Waugh, qui a mené l'autopsie, a déclaré que de tels symptômes extrêmes étaient généralement observés chez les victimes d'incendies domestiques ayant inhalé de la fumée chaude. Il a souligné que rencontrer une réaction aussi grave à la suite de l'ingestion d'un aliment chaud n'était pas une situation courante. Au départ, Darren Hickey semblait bien se remettre après l'incident avec le gâteau de poisson brûlant. Pourtant, le gonflement de sa gorge a rapidement empiré,
entraînant des complications sévères. Le coroner a soulevé des inquiétudes quant au niveau de soins prodigués par le service d'urgence de l'hôpital géré par GTD Healthcare. Ce service est conçu pour alléger la pression sur les services d'urgence traditionnels. Un praticien avait contacté un spécialiste de l'unité ORL. Cependant, l'absence de brûlures visibles sur la bouche et la langue de M. Hickey a compliqué l'identification immédiate de l'étendue des dommages. Finalement, la mort de Darren a été qualifiée d'accidentelle, causée par une asphyxie. L'enquête a souligné la nécessité d'une prise de conscience accrue et, potentiellement, de revoir les protocoles pour traiter de telles réactions inhabituelles mais graves. Le 21 décembre 2013, à McLeod, en Oklahoma, Denver, Lee Sinclair, un homme de 58 ans, a été retrouvé mort chez lui dans des circonstances que personne n'aurait pu imaginer. La police a découvert son corps avec la ceinture de son sous-vêtement tirée par-dessus sa tête. Cette méthode inhabituelle et troublante de décès a été identifiée plus tard comme une wedgie atomique. L'auteur de cet acte était son beau-fils de 33 ans, Brad Davis, un ancien marine. Les événements qui ont conduit à cet incident choquant sont aussi tragiques que déconcertants. Brad Davis entretenait une relation difficile avec son beau-père, Denver Lee Sinclair. La tension entre eux couvait depuis des années. Sinclair était connu pour être violent, notamment envers sa femme, Tricia Sinclair, la mère de Brad. En 2008, Tricia avait déposé une ordonnance de protection permanente contre Denver, affirmant qu'il l'avait attrapé par le cou et l'avait jeté à travers une porte de salle de bain. Le couple avait tenté de divorcer à plusieurs reprises. Cet environnement agressif a sans doute contribué à la relation tendue entre Brad et son beau-père. Le soir du 21 décembre 2013, Brad Davis rendit visite à sa mère et à son beau-père. Sa mère, Tricia, était à l'hôpital en train de se remettre d'une opération de la hanche, laissant les deux hommes seuls. Ils ont passé la soirée à boire, ce qui n'a fait qu'exacerber l'atmosphère déjà tendue. Selon Davis, l'altercation a commencé lorsque Denver a dit du mal de Tricia, ce qui l'a irrité. Alors que la dispute s'intensifiait, Denver aurait tenté de frapper Brad. En réponse, Davis se défendit. Il prétendit que son beau-père l'avait attaqué et qu'il avait agi en légitime défense. La situation a rapidement dégénéré. Au cours de la lutte, Davis assomma Denver. Dans un moment de rage et de désespoir, Brad tira la ceinture du sous-vêtement de Denver par-dessus sa tête, créant la célèbre wedgie atomique. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle trouva Denver Lee Sinclair mort, avec la ceinture de son sous-vêtement enroulée autour de son cou. Le shérif du comté de Pottawatomie, Mike Booth, déclara « Je n'avais jamais vu cela auparavant, mais quand nous avons examiné la victime pour la première fois, nous avons vu que la ceinture de son sous-vêtement était autour de son cou. L'examen initial révéla que Denver était mort d'asphyxie et de traumatisme contondant à la tête. Brad Davis tenta d'abord de dissimuler ses actions. Il modifia la scène du crime pour qu'elle semble montrer une simple bagarre. Cependant, une enquête plus approfondie révéla des preuves suggérant que la situation était bien plus grave qu'une simple altercation. Des messages textes entre Davis et un ami indiquaient qu'il avait l'intention de confronter Denver et qu'il n'avait rien à perdre. Ces preuves, combinées aux conclusions physiques, ont conduit les autorités à croire que la mort de Denver n'était pas accidentelle. Brad Davis fut arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Au cours de la procédure judiciaire, Davis affirma qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer son beau-père. Il décrivit l'incident comme un accident tragique, déclarant « Je n'avais aucune intention de tuer cet homme, je n'aurais jamais pensé que cela pouvait arriver ». Il exprima qu'il s'était défendu et que les choses avaient été dégénérées dans la chaleur du moment. L'affaire attira une attention médiatique considérable et Davis fut surnommé le Wedgie Killer. Les procureurs soutinrent que Davis avait agi avec malveillance. Ils présentèrent les messages textes et un détail troublant. Davis avait pris des photos de Denver inconscient sur le sol, dépeignant une intention d'humiliation. En mai 2015, Davis plaida coupable d'homicide involontaire au premier degré dans le cadre d'un accord de plaidoyer pour éviter un procès. Lors de l'audience de mitigation, il réitéra qu'il était paniqué, en colère et effrayé, et que c'était comme un mauvais rêve. Le 16 juillet 2015, Brad Davis fut condamné à 30 ans de prison. Le juge prit en compte la gravité du crime et les preuves de l'intention de Davis de confronter et d'humilier son beau-père. La sentence refléta la conviction du tribunal que les actions de Davis n'étaient pas simplement un accident tragique, mais le résultat d'années de tensions accumulées. La fille de Denver Lee Sinclair, Carol Sinclair, et sa nièce, Tonya Renee Lester Dawson, se souvenaient d'un individu unique qui aimait les motos. Elles créèrent une page Facebook en sa mémoire où amis et familles partagèrent leurs chagrins et leurs souvenirs. Les événements tragiques ont également conduit à une discussion plus large sur la dynamique des relations abusives et les effets à long terme de tels environnements sur les individus.
L'affaire de Brad Davis mit en lumière les conséquences extrêmes qui peuvent découler d'années de conflits non résolus et d'abus. Natasha Harris était une mère de 30 ans, mère de 8 enfants, vivant à Invercargill, en Nouvelle-Zélande. Natasha avait une habitude particulière. Elle aimait tellement le Coca-Cola qu'elle en buvait entre 8 et 10 litres par jour. Un matin de février 2010, alors que son compagnon Chris Hodgkinson aidait leurs enfants à se préparer pour l'école, un événement alarmant s'est produit. Natasha s'est soudainement effondrée contre un mur. Chris a immédiatement appelé les secours et tenté de la réanimer avec un bouche-à-bouche, mais il était déjà trop tard. Tragiquement, Natasha a fait une crise cardiaque que les médecins ont liée à sa consommation massive quotidienne de Coca-Cola. Le docteur Dan Mornin, pathologiste, a témoigné lors d'une enquête et a partagé des détails cruciaux sur l'état de santé de Natasha Harris. Il a expliqué que Natasha souffrait probablement d'hypokaliémie, c'est-à-dire de faibles niveaux de potassium. Le docteur Mornin pensait que cela était dû à sa consommation excessive de Coca-Cola et à une mauvaise alimentation en général. Il a également mentionné que les niveaux élevés de caféine dans le Coca-Cola auraient pu jouer un rôle dans sa mort tragique. Pendant l'enquête, le compagnon de Natasha, Chris, a partagé davantage d'informations sur ses habitudes quotidiennes. Il a témoigné qu'elle buvait entre 8 et 10 litres de Coca-Cola par jour, soit environ 2 à 2,6 gallons. Selon Chris, le Coca-Cola était omniprésent dans la vie de Natasha. Elle commençait sa journée avec un Coca à côté de son lit et la terminait avec un autre Coca avant de se coucher. Chris l'a décrite comme étant accro au Coca, incapable d'arrêter même si elle en avait envie. Chris a également révélé que Natasha ne mangeait pas beaucoup et fumait environ 30 cigarettes par jour. Dans les mois précédant sa mort, il avait remarqué que Natasha souffrait d'hypertension et se sentait souvent fatiguée. Dès qu'elle ne pouvait pas avoir son Coca-Cola, Natasha souffrait de maux de tête et de sautes d'humeur, des signes évidents de sevrage. Son besoin intense de Coca-Cola a entraîné de graves problèmes de santé, notamment une carie dentaire si sévère qu'elle a dû se faire enlever des dents, et probablement des problèmes cardiaques en raison de tout le sucre et de la caféine qu'elle consommait. Malgré ces avertissements sérieux, Natasha et sa famille n'ont pas pleinement compris à quel point son addiction au Coca-Cola était dangereuse avant qu'il ne soit trop tard. Le coroner, David Crerar, a déclaré que la consommation excessive de Coca-Cola de Natasha avait joué un rôle majeur dans sa mort prématurée. Il a souligné que sa routine quotidienne de consommation de Coca-Cola l'amenait à absorber plus d'1 kilo de sucre et près d'1 gramme de caféine chaque jour. Ces quantités alarmantes ont contribué à des problèmes de santé graves, comme des troubles du rythme cardiaque et un faible taux de potassium, ce qui a finalement conduit à son décès. Le coroner a suggéré que les autorités de santé devraient réduire les limites de caféine dans les boissons gazeuses ou ajouter des avertissements plus clairs sur les étiquettes afin de prévenir de tels incidents. Coca-Cola a réagi aux conclusions du coroner en exprimant sa déception que leurs produits aient été mis en cause. Ils soutiennent que la consommation excessive de n'importe quel aliment ou boisson, même de l'eau, peut causer des problèmes de santé si elle n'est pas équilibrée avec une alimentation appropriée. Au final, il ne s'agissait pas d'une bataille entre Coca-Cola et le coroner, mais bien de l'histoire d'une mère et d'une épouse qui avaient perdu la vie à cause de sa consommation incontrôlée de caféine. C'était une nuit calme à Caratinga, une petite ville du sud-est du Brésil. João Maria de Souza, un homme de 45 ans, dormait paisiblement dans son lit aux côtés de sa femme, Leni. Le couple vivait dans une maison située au pied d'une colline escarpée. La vie était simple et sans histoire jusqu'en juillet 2013, lorsqu'un incident inimaginable et bizarre allait tout changer. João et Leni étaient allés se coucher comme d'habitude. Ils ne savaient pas qu'une vache d'1 tonne qui s'était échappée d'une ferme voisine errait autour de leur propriété. La vache avait réussi à grimper sur le toit de leur maison. Ce n'était pas un toit ordinaire, il était fait de tôle ondulée, un matériau qui n'est pas conçu pour supporter le poids d'un grand animal. Au fur et à mesure que la vache avançait, le toit a cédé sous son poids. Soudain, le toit s'est effondré. La vache massive a traversé le plafond et est tombée directement du côté de João dans le lit. Le bruit était assourdissant et le choc immédiat. La femme de João, Leni, a été réveillée en sursaut, mais elle a miraculeusement resté indemne. La vache, elle aussi, s'en est sortie sans blessure. La scène était chaotique. João était coincé sous la vache, gravement blessé mais toujours conscient. Il souffrait énormément mais il pouvait parler et était conscient de ce qui s'était passé. Les services d'urgence ont été appelés et les secouristes sont arrivés rapidement. Ils ont réussi à libérer João et l'ont transporté en urgence vers un hôpital à proximité. Il avait subi une fracture à la jambe gauche mais il n'y avait pas d'autres blessures visibles.
Il semblait que Joao allait survivre à cet accident improbable. Pendant le transport de Joao, il est resté conscient et communicatif. Sa famille et les secouristes étaient optimistes, croyant que le pire était passé. Cependant, leur soulagement fut de courte durée. À l'hôpital, l'état de Joao a commencé à se détériorer. Bien qu'il soit arrivé conscient, il a commencé à souffrir d'hémorragie interne grave. Les heures passaient et Joao attendait toujours d'être examiné par les médecins. Sa famille devenait de plus en plus anxieuse et frustrée par le retard dans les soins médicaux. Carlos Correa, le beau-frère de Joao, a exprimé sa frustration au journal Hojandia en déclarant « Être écrasé par une vache dans son lit est la dernière manière dont on s'attend à quitter cette terre. Mais selon moi, ce n'est pas la vache qui a tué notre Joao, c'est le temps inacceptable qu'il a passé à attendre d'être examiné. » Maria de Souza, la mère de Joao, était dévastée. Elle a parlé à Super Canal TV en disant « Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il soit tué par une vache tombée du ciel. Il a failli mourir quand il avait 2 ans et a eu une méningite. Mais j'ai travaillé dur pour acheter des médicaments pour lui et il a survécu. Et maintenant, il est allongé dans son lit et se fait écraser à mort par une vache. Il n'y a pas de justice dans le monde. » La police locale a lancé une enquête sur l'incident. L'objectif principal était de déterminer à qui appartenait la vache et comment elle avait pu s'échapper. Si le propriétaire pouvait être identifié, il pourrait être poursuivi pour homicide involontaire en raison de négligence. La police civile de Caratinga, dirigée par le chef de police Ivan Lopez Sals, a commencé à interroger la famille de Joao et le personnel de l'hôpital pour comprendre les circonstances qui ont conduit à sa mort. Les photos de l'incident montrent le trou béant dans le toit. Une autre photo capture la famille en deuil lors des funérailles de Joao debout à côté de son cercueil. La nature inhabituelle de la tragédie a laissé tout le monde sous le choc et incrédule. La question de la responsabilité restait en suspens. À qui appartenait la vache? Comment s'était-elle échappée et pourquoi s'était-elle retrouvée sur le toit de Joao? Ce sont des questions auxquelles la police devait répondre. Les accusations potentielles d'homicide involontaire dépendront de la preuve de la négligence du propriétaire de la vache. Pour la famille de Joao, la douleur de perdre un être cher de manière aussi bizarre était aggravée par la frustration envers le système de santé. Le retard dans les soins était, à leurs yeux, un facteur crucial dans la mort prématurée de Joao. Cela soulevait des préoccupations plus larges quant à la qualité et à l'efficacité des soins médicaux d'urgence dans la région. C'était en octobre 2012, à São João de Meriti, une banlieue animée de Rio de Janeiro, au Brésil. Rejane Moreira Teles, une étudiante infirmière de 23 ans, venait de commencer à travailler dans une clinique locale. Avec seulement 3 jours d'expérience, elle était encore en train d'apprendre les ficelles du métier. Ce jour-là, Palmerina Pires Ribeiro, une patiente de 80 ans, était à la clinique. Sa famille venait de célébrer son 80e anniversaire. Rejane était chargée d'administrer une perfusion intraveineuse à Madame Ribeiro. Cependant, la perfusion intraveineuse et un mélange de café au lait étaient placés l'un à côté de l'autre. Dans un moment de confusion, Rejane injecta par erreur le mélange de café au lait dans les veines de Madame Ribeiro au lieu de la perfusion. Plus tard, Rejane expliqua à la télévision brésilienne, dans l'émission Fantastico de TV Globo, que la perfusion et le mélange de café étaient l'un à côté de l'autre, et que n'importe qui aurait pu faire la même erreur. Elle admit qu'elle connaissait les risques liés à l'administration d'une perfusion intraveineuse, mais insista sur le fait qu'elle n'avait pas été correctement formée pour cette procédure. Elle déclara « J'ai injecté le café et je l'ai mis au mauvais endroit. » Malheureusement, cette erreur eut des conséquences graves. Le mélange de café et de lait entra directement dans le cœur et les poumons de Madame Ribeiro. Les médecins expliquèrent que cela aurait donné l'impression de suffoquer. Le docteur Armando Carrer, un spécialiste en nutrition à l'hôpital Antonio Pedro de l'Université fédérale de Fluminense, précisa que le liquide aurait rempli les poumons, entraînant une mort lente et douloureuse. La fille de Madame Ribeiro, Loreni, témoin de l'incident, se souvint « J'ai vu que ma mère était agitée. Elle a ouvert la bouche et cette jeune fille a mis du café au lait dans les veines de ma mère. Un demi-verre. » Madame Ribeiro mourut quelques heures après l'injection. Ce tragique incident conduisit à l'inculpation de Rejane Moreira Teles pour homicide involontaire. 2 autres infirmières et un autre étudiant de la clinique furent également mis en examen pour leur rôle dans l'incident. La défense de Rejane était qu'elle n'avait pas été correctement formée et que c'était une erreur compréhensible. Cependant, ce cas montre l'importance cruciale de la formation adéquate et de la supervision dans les milieux médicaux. La clinique et son personnel furent soumis à une intense surveillance après l'incident. La mort tragique de Palmerina Pires Ribeiro illustrait les conséquences dévastatrices des erreurs médicales.
C'était une journée ordinaire dans le Massachusetts en 2019. Un ouvrier du bâtiment de 54 ans, dont le nom reste inconnu, déjeunait dans un restaurant de fast-food. Il avait toujours eu un penchant pour les sucreries, se laissant souvent tenter par diverses friandises. Mais sa récente obsession pour la réglisse noire s'est avérée être un choix fatal. Voici l'histoire troublante de la manière dont son amour pour les bonbons a conduit à sa mort prématurée. L'ouvrier du bâtiment avait des habitudes alimentaires médiocres. Ses repas consistaient principalement en plusieurs paquets de bonbons par jour. Pendant des années, il avait une préférence particulière pour les torsades rouges aromatisées aux fruits. Cependant, 3 semaines avant sa mort, il a remplacé ses bonbons par de la réglisse noire. La réglisse noire contient de l'acide glycyrrhésique, un composé dérivé de la racine de réglisse. Cet acide peut provoquer une chute importante des niveaux de potassium dans le corps, entraînant de graves problèmes de santé. Selon le docteur Neil Butala, cardiologue à l'hôpital général du Massachusetts, même une petite quantité de réglisse peut augmenter la tension artérielle. Mais la consommation de cet ouvrier était loin d'être petite. Il mangeait 1,5 sac de réglisse noire chaque jour. Ce jour-là, l'homme profitait de son déjeuner lorsqu'il a soudainement commencé à se sentir mal. Des témoins ont rapporté qu'il a haleté, commencé à trembler violemment, puis perdu connaissance. Les secours sont arrivés rapidement et ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire, le réanimant brièvement avant de l'emmener à l'hôpital. L'équipe médicale a découvert qu'il souffrait de fibrillation ventriculaire, un problème de rythme cardiaque potentiellement mortel. Malgré tous leurs efforts, l'homme est décédé 32 heures après son arrivée à l'hôpital. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a fourni un compte-rendu détaillé de l'état de l'homme. L'étude a révélé que ses niveaux de potassium étaient dangereusement bas, provoquant des troubles du rythme cardiaque. Cela était directement lié à sa consommation excessive de réglisse noire. Le docteur Elazer R. Edelman, un médecin mentionné dans l'étude, a diagnostiqué chez l'homme une toxicité métabolique, rénale, vasculaire et cardiaque due à un excès apparent de minéralocorticoïdes causé par la consommation de réglisse. Essentiellement, l'acide glycyrrhésique dans la réglisse avait provoqué une accumulation dangereuse de cortisol dans son corps. Cela a conduit à une hypertension artérielle, une alcalose métabolique, des arythmies cardiaques fatales et une insuffisance rénale. La santé de cet homme était déjà compromise avant son addiction à la réglisse noire. Il avait été un gros fumeur, consommant un paquet de cigarettes par jour pendant 36 ans. De plus, il avait des antécédents de troubles liés à l'usage d'héroïne et d'hépatite C non traités. Ces conditions préexistantes ont probablement rendu son corps plus vulnérable aux effets toxiques de la réglisse. Cet incident tragique n'est pas un cas isolé. En 2017, la Food and Drug Administration, FDA des États-Unis, a émis un avertissement sur les dangers de la glycyrrhizine, le composé sucrant trouvé dans la réglisse noire. La FDA a averti que la consommation de seulement 2 onces de réglisse noire par jour pendant 2 semaines pouvait entraîner des problèmes de rythme cardiaque, en particulier chez les personnes de plus de 40 ans. C'était le 14 janvier 2013 à Cantonment, en Floride. James Campbell, un vétéran du Vietnam de 68 ans, avait vécu dans la région pendant la majeure partie de sa vie. Il était bien connu et apprécié, un ami fidèle et un homme de famille dévoué, avec 2 enfants et 4 petits-enfants. Ce jour-là, James et sa compagne, Iris Fortner, âgée de 56 ans, rentraient chez eux. La journée se déroulait comme à l'accoutumée jusqu'à ce qu'un accident tragique et inhabituel se produise. James et Iris venaient d'arriver devant leur maison dans leur Chevrolet Van de 1995. Alors qu'ils approchaient des grilles métalliques de leur domicile, James sortit du côté passager pour ouvrir les grilles, permettant ainsi au véhicule d'entrer. Iris était restée au volant, prête à reculer le van dans l'allée une fois les grilles ouvertes. Alors que James s'approchait des grilles, Iris ouvrit sa portière pour vérifier sa position. À ce moment-là, leur chien, un grand boxeur bulldog, curieux et excité, sauta sur le siège avant. Le grand chien appuya accidentellement sur l'accélérateur. Le van fit soudainement marche arrière. Iris, prise de court, tenta désespérément d'arrêter le véhicule. Elle chercha la pédale de frein, mais il était déjà trop tard. Le van recula sur James, le piégeant sous ses roues. Les services d'urgence furent appelés immédiatement. Les ambulanciers du comté d'Escambia arrivèrent rapidement, mais ne purent rien faire. James Campbell fut déclaré mort sur les lieux. L'impact avait été sévère et malgré les efforts d'Iris, l'accident était inévitable. Elle subit des blessures mineures mais ne fut pas inculpée. La Florida Highway Patrol mena une enquête sur l'incident. Les rapports confirmèrent la séquence des événements. James était sorti du van pour ouvrir les grilles, Iris avait ouvert la portière pour vérifier sa position et le chien avait sauté sur le siège du conducteur, appuyant involontairement sur l'accélérateur. Le van recula sur James, entraînant sa mort tragique.
Les médias locaux couvrirent largement l'histoire. Le Pensacola News Journal et le North Escambia News rapportèrent cet accident inhabituel, soulignant la nature tragique des événements. Les voisins et amis exprimèrent leurs condoléances, partageant leur chagrin. Beaucoup décrivirent James, affectueusement surnommé Beau, comme un bon ami et un homme de famille dévoué. Il était diplômé de Tate High School et un vétéran qui avait servi au Vietnam. Dans les jours qui suivirent l'accident, les forums en ligne et les blogs furent remplis de messages de sympathie et de soutien. Un blogueur, se disant proche de James, écrivit un hommage poignant rappelant leur amitié et la générosité de James. Il mentionna les frères de James, Charlie et Jim, et le lien étroit qui les unissait. Malgré le soutien massif, des rumeurs de suspicion commencèrent à circuler. Certains individus remirent en question la probabilité de l'accident, suggérant qu'il pourrait y avoir plus que ce qui avait été rapporté. Cependant, les rapports officiels et les témoignages des témoins laissaient peu de place au doute. C'était un accident tragique, une série d'événements malheureux qui avait conduit à la perte d'un membre bien-aimé de la communauté. Le chien, qui avait involontairement causé l'accident, resta avec Iris. Le boxeur bulldog ne fut pas blâmé pour ses actions, ayant agi par excitation et curiosité. Le 23 septembre 2017, au complexe de vacances Place Talgart, près de McInlet, au pays de Galles, Elizabeth Isherwood, une ancienne policière de 60 ans originaire de Wolverhampton, est arrivée pour un séjour d'une semaine. Ce voyage était sa dernière visite au timeshare que sa famille venait de vendre. Mais Elizabeth, connue sous le nom de Mary par ses amis et sa famille, ne rentrerait jamais chez elle. Elizabeth était en forme et active, aimant jouer au golf, s'occuper de ses petits-enfants et rencontrer de nouvelles personnes grâce à son travail d'aide-soignante. Elle avait été policière, enseignante et avait même travaillé pour la Poste avant de s'installer en Nouvelle-Zélande puis de revenir au Royaume-Uni. Ce voyage devait être une retraite paisible, mais il s'est terminé en tragédie. La première nuit, Elizabeth s'est levée pour aller aux toilettes dans sa salle de bain attenante. Par accident, elle est entrée dans le placard à linge, le confondant avec la salle de bain. La poignée de la porte a mal fonctionné, la piégeant à l'intérieur. Nue et désorientée, elle a lutté pendant des heures pour se libérer. Elizabeth a utilisé toute sa force pour s'échapper. Elle a cassé un tuyau et l'a utilisé pour essayer de percer les murs. Malheureusement, l'eau a jailli du tuyau cassé, la trempant et accélérant l'hypothermie. Malgré ses efforts, sa température corporelle a dangereusement chuté. Tout au long de la nuit et du lendemain, Elizabeth a continué d'essayer de s'échapper. Elle a gratté le mur de briques et le plâtre, faisant des progrès significatifs. Elle a réussi à créer un trou assez grand pour se faufiler, mais ne s'est pas rendu compte qu'il était bloqué par un tableau vissé de l'autre côté du mur. Ses appels à l'aide n'ont pas été entendus ou ont été confondus avec des travaux de maintenance par les autres invités. Un couple voisin a entendu les coups et a envisagé de les signaler si cela continuait après 17 heures. Malheureusement, les efforts d'Elizabeth ont cessé peu après 17 heures, les amenant à croire qu'il s'agissait de travailleurs de maintenance terminant leur journée. Épuisée et trempée, elle a finalement succombé à l'hypothermie. Le corps d'Elizabeth a été découvert une semaine plus tard, le jour où elle devait quitter les lieux. Le personnel l'a trouvée lors d'une enquête sur une fuite d'eau. Ses vêtements et sa valise étaient intacts, indiquant qu'elle n'avait même pas déballé ses affaires. L'enquête sur sa mort a conclu à une mort accidentelle, déterminant qu'elle était décédée d'hypothermie après s'être retrouvée piégée. Le fils d'Elizabeth, Craig, et son ex-mari, Clive, ont été dévastés par la nouvelle. Ils ont dû informer les petites filles d'Elizabeth, Molly et Poppy, des circonstances tragiques. Craig a décrit la conversation comme la pire possible qu'un père puisse avoir avec ses enfants. La famille a été bouleversée par cette perte. Craig a décidé d'engager une action en justice contre McDonald Resorts, les propriétaires du complexe Place Talgart. Il estimait que l'entreprise avait été négligente en ne maintenant pas correctement la poignée de la porte. Craig, représenté par Adam Wilson de FBC Manby Bodler, cherchait à obtenir une compensation non pas pour de l'argent, mais pour empêcher qu'une autre famille ne subisse une tragédie similaire. Adam Wilson a déclaré que la question centrale était de savoir si l'entreprise avait été négligente dans l'entretien de la propriété. Il a souligné la nature horrible de la tragédie et la détresse qu'Elizabeth a dû endurer en essayant de se libérer. L'action en justice visait à obtenir une compensation pour les blessures d'Elizabeth et la perte des soins qu'elle prodiguait à ses petits-enfants. Plus important encore, elle cherchait à tenir l'entreprise responsable et à prévenir de futurs incidents. Craig a souligné que l'affaire ne concernait pas une compensation financière. Aucune somme d'argent ne pourrait remplacer sa mère. Il s'agissait de reconnaître l'erreur et de prévenir toute négligence future. Elizabeth avait été une personne vibrante et active, avec de nombreuses années de bonheur devant elle.
Sa mort était une tragédie insensée et évitable, que Craig espérait voir conduire à des changements dans la manière dont de telles propriétés étaient entretenues. Elizabeth Isherwood a mené une vie remarquable. Elle a vécu en Nouvelle-Zélande avec sa partenaire, Rosie, avant de revenir au Royaume-Uni. Elle avait pris un emploi à temps partiel comme aide-soignante qu'elle aimait car cela lui permettait de rencontrer de nouvelles personnes et de rester active. Sa relation avec son ex-mari Clive est restée bonne malgré leur séparation il y a près de 30 ans. Ils s'étaient rencontrés dans la police et étaient restés amis même après qu'Elizabeth ait fait son coming out. Leur dernière rencontre pour un verre avant son voyage à Place Talgart témoigne de leur amitié durable. Clive et Craig ont décrit Elizabeth comme une femme sportive, en forme et en bonne santé, qui adorait ses petits-enfants. L'enquête sur la mort d'Elizabeth a révélé les détails déchirants de ces dernières heures. Elle a montré comment elle a combattu sans relâche pour s'échapper, utilisant un tuyau cassé pour gratter le mur de plâtre. Le jet d'eau constant et son absence de vêtements ont entraîné l'apparition rapide de l'hypothermie, causant finalement sa mort. Choqué, le public a réagi avec beaucoup de sympathie. La mort tragique d'Elizabeth a souligné l'importance de l'entretien et des mesures de sécurité dans les complexes de vacances. Beaucoup se sont interrogés sur la manière dont un accident aussi évitable avait pu se produire et ont exprimé leur soutien à l'action en justice de Craig. C'était le 14 avril 2012 à Des Plaines, dans l'Illinois. Anthony Hensley, un mari de 37 ans et père de 2 enfants, travaillait à Bay Colony Pond. Le travail d'Anthony consistait à gérer les cygnes tuberculés pour dissuader les oies de s'approcher du complexe de condominium où il travaillait. Ce jour-là, il était sur l'étang dans son kayak, effectuant ses contrôles habituels sur les cygnes. C'était une routine qu'il effectuait depuis des années. Mais cette fois, quelque chose a terriblement mal tourné. Anthony était connu pour son dévouement à son travail et à sa famille. Il partageait souvent son amour pour les cygnes et son travail avec ses 2 jeunes filles. Sa femme, Amy, se souvenait de lui comme d'un mari et d'un père dévoué, toujours prêt à tout pour sa famille. Anthony était aussi un nageur expérimenté, un fait qui a ensuite laissé beaucoup de personnes perplexes quant aux événements de ce jour-là. Le matin du 14 avril, Anthony partit sur son kayak, pagayant à travers l'étang pour vérifier les cygnes tuberculés. Ces oiseaux, bien que magnifiques, sont connus pour leur nature agressive et territoriale. Selon la plainte déposée par Amy Hensley, les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que les cygnes tuberculés sont fortement territoriaux avec une dangereuse tendance à attaquer. Alors qu'Anthony s'approchait de l'un des cygnes, celui-ci est soudainement devenu agressif. Des témoins ont plus tard raconté comment le cygne s'est jeté sur Anthony, faisant basculer son kayak. Il est tombé dans l'eau froide, entièrement vêtu et portant des bottes lourdes. Le cygne ne recula pas. Il continua d'attaquer, se jetant sur Anthony et l'empêchant de nager vers la rive. Anthony est remonté à la surface au moins une fois, luttant pour nager contre le poids de ses vêtements et les attaques incessantes du cygne. Mais l'oiseau agressif continuait de se jeter sur lui, le poussant de plus en plus sous l'eau. Daniel Gamanoff, un témoin oculaire qui a observé l'incident depuis la fenêtre de son appartement, a déclaré « Ils ont probablement pensé qu'ils s'approchaient trop près de leurs œufs, et ils étaient trop effrayés, et ils l'ont tout simplement attaqué. » Lorsque les équipes de plongeurs sont arrivées, Anthony était sous l'eau depuis plus de 30 minutes. L'étang faisait 15 mètres de profondeur à certains endroits, rendant la recherche encore plus difficile. Anthony a été déclaré mort à l'hôpital Advocate Lutheran General. Le bureau du médecin légiste du comté de Cook a conclu qu'il s'était noyé et a classé sa mort comme accidentelle. Son père, Raymond Hensley, s'est exprimé auprès des médias, décrivant son fils comme un père et un mari merveilleux. On se souviendra de lui comme l'un des pères les plus formidables du monde. Un très bon père, un très bon mari. Il n'avait pas une once de méchanceté en lui. La belle-mère d'Anthony, Tammy Hensley, a appuyé les sentiments de Raymond. « Nous sommes tous très bouleversés, mais je ne peux m'empêcher de penser à ces 2 filles », a-t-elle déclaré. La famille peinait à surmonter cette perte, incapable de comprendre comment un tel événement tragique avait pu se produire. Amy Hensley, en deuil de son mari, a déposé une plainte pour mort injustifiée contre l'employeur d'Anthony, Knox Swan and Dog, LLC, et le complexe de condominium Bay Colony Drive. La plainte alléguait que les défendeurs n'avaient pas reconnu les dangers posés par les cygnes tuberculés qui peuvent attaquer avec leurs ailes puissantes et leur grand bec. Selon la plainte, un cygne tuberculé est l'un des oiseaux volants les plus lourds, les mâles pesant en moyenne entre 11 et 12 kilos. Ces oiseaux sont connus pour attaquer en frappant leurs victimes avec des éperons osseux dans leurs ailes tout en mordant avec leur grand bec. Doug Stotts, un écologiste en chef de la conservation au Field Museum, a expliqué que les cygnes peuvent sembler calmes et jolis, mais ils sont plus agressifs et plus forts qu'on ne le pense. Les cygnes sont certainement tout à fait prêts à attaquer quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux.
a déclaré Stotts. Steve Sullivan, conservateur principal de l'écologie urbaine pour le Chicago Academy of Sciences et son Peggy Notebaert Nature Museum, a ajouté que les cygnes défendront férocement leur territoire, surtout pour protéger leurs petits. Les cygnes sont certainement tout à fait prêts à attaquer quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, a expliqué Sullivan. L'employeur d'Anthony, Knox Swan and Dog LLC, avait placé des cygnes dans l'étang pour éloigner les oies. Cette méthode est couramment utilisée dans divers endroits, mais elle nécessite une gestion minutieuse pour assurer la sécurité à la fois des oiseaux et des personnes qui travaillent autour d'eux. La plainte d'Amy Hensley soulignait que les sociétés de gestion immobilière ainsi que les associations de propriétaires et de condominiums auraient dû connaître la nature agressive des cygnes tuberculés et prendre des mesures pour prévenir une telle tragédie. La plainte réclamait un montant non spécifié en dommages et intérêts, invoquant la responsabilité des locaux et des violations de la loi de contrôle des animaux de l'Illinois. Les défendeurs ne firent pas de commentaires. Sam Ballard était un joueur de rugby dynamique de 19 ans, originaire de Sydney en Australie, plein de promesses et d'enthousiasme. Un week-end de 2010, il se trouvait chez son ami Jimmy Galvin, profitant d'une soirée tranquille autour d'une dégustation de vin rouge, quand Sam prit une décision qui allait changer sa vie. Quelle était-elle ? Alors qu'ils s'amusaient, un escargot de jardin est apparu devant eux, déclenchant un moment qui allait bouleverser le destin de Sam. Dans un élan d'immaturité et probablement sous l'influence du vin, Sam a défié ses amis en affirmant qu'il pouvait manger l'escargot. Sans trop réfléchir, il l'a fait. Au début, tout semblait normal et les amis ont continué leur soirée. Cependant, quelques jours plus tard, Sam a commencé à se sentir mal, se plaignant de douleurs intenses dans les jambes, suivies de vomissements et de vertiges. Inquiète pour son état qui ne faisait qu'empirer, sa mère, Katie, l'a conduite à l'hôpital. Elle était très anxieuse, craignant que son fils ne souffre de la sclérose en plaques, une maladie qui avait affecté son père. Mais les médecins ont rapidement écarté cette hypothèse. C'est alors que Sam a mentionné qu'il avait mangé un escargot. Sa mère, d'abord sceptique, ne pensait pas que cela pouvait être la cause de sa maladie. Malheureusement, elle avait tort. Sam était devenu gravement malade à cause de ce défi apparemment inoffensif. L'escargot que Sam avait mangé portait la maladie du ver pulmonaire du rat, une infection grave causée par un parasite qui vit généralement chez les rongeurs mais peut être transmis aux escargots et aux limaces s'ils consomment des excréments de rongeurs. Ce parasite est particulièrement dangereux car, une fois ingéré par l'homme, il traverse la paroi intestinale et se dirige vers des organes vitaux comme le foie et les poumons avant de finir dans le système nerveux central. En général, la maladie du ver pulmonaire du rat provoque des symptômes légers et la plupart des gens se rétablissent rapidement. Malheureusement pour Sam, son cas était bien plus grave. Les parasites ont envahi son cerveau et sa moelle épinière, provoquant une méningo-encéphalite éosinophilique. La gravité de l'infection l'a plongé dans le coma pendant 422 jours et lui a laissé des séquelles cérébrales importantes. Quand Sam s'est réveillé, il était déjà cloué dans un fauteuil roulant, nourri par sonde, incapable de bouger librement ses membres. En repensant à l'état de son fils, Katie Ballard se souvenait avoir toujours pensé qu'il était invincible. Elle se rappelait de Sam comme un jeune homme plein de vie, parfois espiègle, et n'aurait jamais imaginé qu'un simple acte d'exubérance juvénile puisse le frapper aussi brutalement. Cela nous rappelle bien les façons inattendues dont la vie peut basculer en un instant. Katie Ballard a partagé ses sentiments sur Facebook, décrivant son fils Sam comme étant toujours le jeune homme farceur et rempli de joie qu'il était avant l'accident. Pourtant, elle avouait aussi être dévastée, reconnaissant que cet incident avait changé leur vie à jamais. Elle pensait à l'aléatoire de la tragédie, remarquant que personne n'aurait pu prédire qu'un événement si insignifiant et trivial causerait un drame aussi épouvantable. Au début, Katie nourrissait l'espoir que Sam pourrait un jour marcher et parler à nouveau. Mais avec le temps, cet espoir s'est estompé face aux dures réalités de son état. La paralysie de Sam nécessitait une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il souffrait de crises fréquentes, avait besoin d'aide pour des fonctions de base comme aller aux toilettes et ne pouvait pas réguler sa température corporelle tout seul. Après 3 longues années passées à l'hôpital, il a finalement pu rentrer chez lui, bien qu'il soit resté dépendant d'un fauteuil roulant motorisé pour ses déplacements. Suite à l'incident tragique de Sam Ballard, les communautés en ligne ont eu des réactions mitigées. Certains trolls ont rapidement pointé du doigt ses amis, suggérant qu'ils devraient assumer financièrement les soins de Sam. Cependant, Katie Ballard, la mère de Sam, n'a jamais ressenti une telle rancœur. Elle comprenait qu'ils n'étaient que des adolescents, pris dans une calamité imprévue. Ils ont sûrement appris aussi de cet incident. Malgré les épreuves, les amis de Sam sont restés à ses côtés.
prouvant leur loyauté et leur amitié. Ils lui rendaient régulièrement visite, passant du temps à regarder des émissions de télévision et des matchs de rugby avec lui, maintenant un semblant de normalité dans sa vie. Lorsque Katie sortait de la pièce, ils aidaient même Sam à goûter un peu de bière, versant doucement quelques gouttes sur ses lèvres. Un petit geste qui avait une grande signification pour Sam. Ce groupe, affectueusement surnommé Team Ballard, s'est mobilisé pour récolter des fonds pour ses soins. Ils ont réussi à rassembler une somme importante, mais les coûts de soins continus et à vie étaient écrasants. Ce n'était pas facile non plus pour sa mère. En 2016, une lueur d'espoir est apparue lorsque Sam est devenu éligible à un important forfait de soins de 492 000 $ de la part du National Disability Insurance Scheme grâce à une demande déposée par sa mère. Cette aide financière a permis de couvrir une partie des besoins médicaux considérables de Sam. Tragiquement, après avoir combattu des complications de santé pendant 8 ans, Sam est décédé en novembre 2018 à l'hôpital de Hornsby, en Australie, entouré de sa famille et de ses proches amis. Ses derniers mots adressés à sa mère, pleins d'amour, furent « Je t'aime ». Ces mots résonnaient avec la profonde affection et les liens forts qui définissaient les relations de Sam avec ceux qui lui étaient chers. Le 27 janvier 2018, à l'hôpital Nair de Mumbai, en Inde, Rajesh Maru, un homme de 32 ans originaire de Lalbagh, s'y trouvait pour aider la mère de son beau-frère, Lakshmi Solanki, qui avait besoin d'une IRM urgente en raison d'une suspicion de méningite et de pneumonie. Rajesh, inquiet mais confiant envers le personnel de l'hôpital, avait récemment commencé un nouveau travail dans un magasin de vêtements apparel et était connu pour sa nature serviable. Rajesh poussait Lakshmi sur une civière avec son beau-frère, Harish Solanki. En arrivant à la section IRM, le personnel leur a demandé de retirer tous les objets métalliques, car les champs magnétiques puissants des machines IRM peuvent transformer les objets métalliques en projectiles dangereux. Cependant, la situation a pris une tournure tragique lorsque le garçon de salle, Vital Chavan, a demandé à Rajesh de porter une bouteille d'oxygène dans la salle d'IRM. Rajesh a hésité, conscient que les objets métalliques n'étaient pas autorisés près de la machine. Il a demandé si la machine IRM était éteinte. Mais le garçon de salle l'a rassuré en disant « C'est notre travail quotidien, ne vous inquiétez pas ». Faisant confiance au personnel, Rajesh a porté la bouteille à l'intérieur. Lorsque Rajesh est entré dans la pièce, l'aimant puissant de la machine IRM, encore en marche, a attiré la bouteille métallique avec une force immense. Rajesh, tenant la bouteille, a été entraîné et sa main s'est retrouvée piégée. Le débitmètre de la bouteille s'est cassé, provoquant une fuite d'oxygène liquide sur son visage. Harish et le garçon de salle ont immédiatement tenté de libérer Rajesh, mais ce fut une lutte. L'index gauche de Rajesh a été sectionné dans le processus. Malgré leurs efforts, l'inhalation excessive d'oxygène s'est avérée fatale. Rajesh a été transporté en urgence au centre de traumatologie, mais l'équipe médicale n'a pas pu le ranimer. Lorsqu'ils sont arrivés au service d'urgence, il était déjà décédé. La nouvelle de la mort de Rajesh a choqué tout le monde à l'hôpital. Son père, Galal Maru, était dévasté, exprimant sa stupeur et sa tristesse face à la négligence qui a conduit à la mort tragique de son fils. La salle d'IRM était devenue le théâtre d'un horrible accident. La police s'est rapidement impliquée, arrêtant le docteur Saurabh Lanjrekar, le garçon de salle Vital Chavan et la femme de ménage Sunita Surve, les inculpant en vertu de l'article 3, 104A du Code pénal indien pour avoir causé la mort par négligence. L'administration de l'hôpital a lancé une enquête interne. Une équipe de Philips, le fabricant de la machine IRM, accompagnée de médecins seniors, s'est rendue sur place pour retirer la bouteille d'oxygène et le doigt sectionné de Rajesh. Dans les jours qui ont suivi, la famille a affronté un chagrin supplémentaire. Lakshmi Solanki, la femme âgée que Rajesh aidait, a succombé à sa maladie. La famille, déjà en deuil de la mort prématurée de Rajesh, a dû faire face à une autre perte. Le chagrin de la famille Maru s'aggrave avec le temps. Pour les familles hindoues, il est essentiel de pratiquer les derniers rites pour toutes les parties du corps du défunt. Le doigt sectionné de Rajesh est resté coincé dans la machine IRM pendant des jours et a ensuite été conservé au laboratoire médico-légal de Kalina pendant près de 18 mois. La famille a fait d'innombrables allers-retours à l'hôpital et au poste de police pour tenter de récupérer le doigt afin de pratiquer les derniers rites. Enfin, le 20 juin 2019, la famille de Rajesh a reçu son doigt du laboratoire médico-légal. Ce fut une journée émotive, alors qu'ils ont effectué les derniers rites à Walkeshwar, incinérant le doigt et dispersant les cendres dans l'eau selon les rites hindous. La mère de Rajesh et d'autres membres de la famille se sont réunis pour lui dire un dernier adieu, espérant trouver un peu de paix après ce qui s'était passé.
L'incident montre des manquements graves au protocole de sécurité de l'hôpital. Idzes Koundan, le commissaire municipal adjoint pour la santé, a noté que les images de vidéosurveillance ont révélé la négligence du garçon de salle et de l'assistant. Ils n'ont pas respecté les mesures de sécurité permettant à Rajesh d'entrer dans la salle d'IRM avec la bouteille d'oxygène. Les 2 membres du personnel ont été suspendus en attendant de nouvelles enquêtes. Le docteur Ramesh Barmal, le directeur de l'hôpital, a admis ne pas être au courant des conclusions du rapport préliminaire, mais a souligné la nécessité d'une enquête approfondie. La machine IRM de l'hôpital, qui avait 7 ans, était hors service jusqu'à ce qu'elle puisse être réparée. Les patients nécessitant des IRM étaient dirigés vers d'autres hôpitaux gérés par la BMC. La police d'Agripada a fourni un compte-rendu détaillé de l'incident. Ils ont confirmé que la mort de Rajesh avait été causée par une inhalation excessive d'oxygène. Alors que Rajesh se tenait entre la civière et la machine IRM, la bouteille a été aspirée de la civière par la force magnétique, entraînant Rajesh avec elle. La déclaration de l'officier de police a soulevé des questions sur le matériau de la civière, car elle aurait dû être également affectée par le champ magnétique si elle était métallique. L'incident a attiré l'attention des politiciens locaux. Le député Mangal Prabhat Lodha a annoncé que le ministre en chef Devendra Fadnavis avait accepté de fournir une compensation de 500 000 roupies indiennes, soit presque 6 000 $ à la famille de Rajesh. Cependant, la famille a ensuite affirmé que la compensation promise n'avait pas été versée. Hélène Herzberg, une femme de 49 ans, traversait une route à 4 voies avec son vélo à Tempe, en Arizona, lorsque l'impensable s'est produit. Le soir du 18 mars 2018, vers 21h58, Hélène traversait la rue lorsqu'un véhicule de test Uber, fonctionnant en mode autonome, l'a percutée. Malheureusement, elle est décédée sur le coup à la suite de cette collision. De nombreuses et longues enquêtes ont été menées pour comprendre ce qui avait mal tourné. Le National Transportation Safety Board des États-Unis, en collaboration avec la police locale, a recherché les détails de l'accident survenu ce soir-là. Et toutes leurs conclusions ont pointé une erreur humaine comme principale cause. Une certaine Rafaela Vasquez se trouvait au volant du véhicule et était censée surveiller la conduite en tant que conductrice de sécurité. Cependant, les enquêtes ont révélé plus tard que Vasquez ne portait pas une attention totale à la route au moment de l'accident. Les images de la dashcam, publiées par la police, ont montré que Vasquez ne regardait pas la route pendant les moments cruciaux précédant la collision. La vidéo la montre en train de regarder vers le bas pendant plusieurs secondes alors que la voiture roulait à une vitesse de 63 km/h. Elle visionnait un épisode de l'émission The Voice. Malgré cela, Vasquez a plaidé non coupable aux accusations liées à l'accident et a été libérée en attendant son procès. La situation s'est compliquée davantage lorsque les enregistrements du service de streaming Hulu ont confirmé que l'appareil de Vasquez diffusait bien cette émission au moment de l'accident. En outre, le véhicule autonome lui-même présentait des failles. Ces systèmes automatiques n'ont pas réussi à reconnaître Hélène et son vélo comme une menace potentielle pouvant entraîner une collision. Ce qui constituait un dysfonctionnement critique pour une technologie censée prévenir de tels incidents. Pour aggraver encore les inquiétudes, quelques jours avant l'accident, un employé avait déjà alerté les dirigeants de l'entreprise sur des problèmes de sécurité liés au véhicule. Cet employé avait exprimé des préoccupations quant aux fréquents accidents impliquant ces voitures et s'était interrogé sur le fait que les opérateurs, comme Vasquez, étaient suffisamment formés pour gérer ces systèmes avancés. Ces avertissements, toutefois, n'ont conduit à aucune action immédiate. Et malheureusement, l'accident mortel a eu lieu, soulevant de sérieuses questions sur la sécurité et la fiabilité des véhicules autonomes. Le rapport de police publié en juin 2018 a conclu que la collision mortelle aurait pu être entièrement évitée si Vasquez avait surveillé la route. Cet incident a déclenché des discussions sur les protocoles de sécurité des véhicules autonomes et sur le rôle crucial que jouent les opérateurs humains pour garantir que ces technologies ne posent pas de risque pour la sécurité publique. Après cet incident, l'État de l'Arizona a pris des mesures décisives en suspendant la capacité d'Uber à tester ses voitures autonomes sur les routes publiques. Cette décision reflétait les préoccupations croissantes concernant la sécurité des véhicules autonomes. En réponse à cette suspension, et aux inquiétudes persistantes en matière de sécurité, Uber a mis fin à tous ses tests de véhicules autonomes en Arizona. Cependant, Uber a par la suite réussi à obtenir la permission de reprendre ses tests en Californie, début 2020, marquant ainsi une reprise prudente de leur développement de cette technologie. En juillet 2023, Rafaela Vasquez a plaidé coupable à une accusation de mise en danger.
Ce plaidoyer a marqué un moment historique car c'était la première fois qu'une collision impliquant une voiture entièrement autonome entraînait une condamnation pénale. Rafaela avait d'abord déclaré à la police qu'elle n'avait pas vu Hélène avant la collision, affirmant qu'Hélène était apparue de nulle part sur une rue sombre de Tempe. Initialement accusée d'homicide involontaire, Rafaela a finalement conclu un accord avec les procureurs. Le juge en charge de l'affaire a accepté le plaidoyer de Rafaela et l'a condamnée à 3 ans de probation sous surveillance.